Je m'appelle Avery Sullivan. J'avais 29 ans quand mon père a manqué ma prestation de serment en tant qu'avocate pour la pendaison de crémaillère de mon frère. 10 minutes avant la cérémonie, ma main droite tremblait déjà. Pas à cause du doute. À cause du poids d'atteindre enfin le jour pour lequel j'avais travaillé pendant 3 ans d'école de droit. 2 emplois et un examen du barreau brutal. La veille au soir, papa m'avait laissé un message vocal. Au premier rang, ma puce. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Je l'ai écouté une fois dans le couloir du palais de justice, puis je suis entré. 2 chaises au premier rang étaient vides. Une carte blanche reposait sur l'un des sièges. Famille Sullivan. J'ai continué à surveiller les portes jusqu'à ce que le greffier appelle mon groupe. Puis mon téléphone s'est allumé. La pendaison de crémaillère de mon frère remplissait l'écran. Champagne, ballon doré, mes parents de chaque côté de lui. Papa tenant un verre sous une légende qui disait « La famille répond présent ». La publication était horodatée à 118. Mon serment commençait à 11h10. Levez la main droite, a dit le juge. Mes doigts tremblaient plus fort alors que je verrouillais l'écran. J'ai répété chaque mot clairement tandis que cette petite carte blanche avec mon nom me fixait. Depuis la chaise vide. Quand les applaudissements ont retenti, je n'ai plus regardé la porte. Papa a envoyé un texto 20 minutes plus tard. Nous expliquerons. J'ai glissé son message vocal. La capture d'écran et la carte d'invité intacte dans mon dossier de cérémonie. Je pensais qu'il n'était que la preuve d'une promesse non tenue. 93 jours plus tard, papa mettrait une autre liasse de papier entre mes mains. Et j'apprendrais que manquer ma cérémonie était le plus petit choix qu'il avait fait dans mon dos. Avant que je vous dise ce qui était caché dans ces papiers et ce qui s'est passé après que j'ai passé l'appel qui a glacé tout le monde dans la pièce. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 mois plus tard. Mon père se tenait devant mon appartement avec un dossier de prêt hypothécaire serré contre sa poitrine. Mais pour comprendre pourquoi j'ai laissé la chaîne sur la porte. Vous devez savoir à quoi ces 93 jours avaient ressemblé. Le lendemain de ma cérémonie, papa a finalement appelé. Son nom était Thomas Sullivan. Et il avait passé la majeure partie de mon enfance à me dire qu'une promesse ne signifiait rien à moins que la tenir ne vous coûte quelque chose. Ce matin-là, il a dit que le vendeur de mon frère avait avancé la pendaison de crémaillère. Et que les photos de famille comptaient parce que Tyler n'achète sa première maison qu'une seule fois. Je lui ai dit que les gens ne deviennent généralement avocats qu'une seule fois aussi. Il a soupiré comme si je le contre-interrogeais pour une contravention de stationnement. Ma mère Diane est intervenue et a dit. Ne pouvons-nous pas transformer une erreur de calendrier en crise familiale? Aucun d'eux n'a demandé ce que j'avais ressenti pendant le serment. Aucun n'a demandé qui avait pris ma photo à la fin de la cérémonie. J'ai dit que je devais y aller. Et pour une fois, je n'ai pas rappelé pour réparer le silence. Le silence est devenu utile. J'ai construit des routines là où se trouvait autrefois leur approbation. J'ai géré ma première audience de preuve sans regarder le banc des spectateurs. J'ai trouvé une erreur dans un bail commercial qui a fait économiser près de 40,000 $ à un client. Et l'associé qui me supervisait, Myriam Chen, a écrit 2 mots sur mon brouillon. Bon instinct. Le soir où j'ai reçu mon premier chèque de paie complet en tant qu'avocate. J'ai acheté une petite bouteille de champagne. J'ai versé un verre dans ma cuisine et j'ai trinqué à la licence encadrée que j'avais accrochée. Moi-même. C'était solitaire, mais c'était honnête. Mes parents envoyaient des messages occasionnels qui ressemblaient à des bulletins météo. J'espère que le travail va bien. La rénovation de Tyler est incroyable. Ta mère s'ennuie de toi. Tyler, maintenant âgé de 32 ans, a envoyé une photo de la nouvelle cuisine et a écrit. Sans rancune, n'est-ce pas? Sa femme, Jenna, se tenait à l'arrière-plan à côté d'une pile de cartons non ouverts. Je n'ai pas répondu. Ce qui était étrange, c'est que j'ai cessé de me sentir abandonné chaque matin. Au 3e mois, je me sentais occupé, capable et plus calme à l'intérieur. J'avais commencé à construire une vie qui n'exigeait de personne de me choisir. Puis, un jeudi à 18h14, mon téléphone a vibré 7 fois alors que je rentrais chez moi. Papa a appelé 5 fois.
Maman a appelé 2 fois. Son texto est arrivé avant que j'atteigne mon étage. S'il te plaît, réponds. Nous arrivons. C'est à propos de la maison de Tyler. Ils ont frappé 4 minutes plus tard. Les yeux de papa étaient humides, mais il n'a pas demandé s'il pouvait entrer. Il a dit, nous avons 36 heures. Maman a pressé ses 2 mains contre l'entrebâillement de la porte. S'il te plaît, Avery, écoute-nous juste. J'ai failli la fermer. Puis j'ai vu le logo d'une agence de courtage hypothécaire sur le dossier et je me suis souvenu que papa avait travaillé à temps partiel comme consultant en prêt depuis qu'il avait quitté son emploi de vendeur à temps plein. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé mon sac sur mon épaule. Ils sont restés debout. Papa a expliqué que Tyler n'avait pas acheté la maison avec un prêt hypothécaire conventionnel de 30 ans. Ses revenus et ses dettes existantes l'avaient empêché de se qualifier. Alors le vendeur avait accepté un accord de financement de 90 jours avec un paiement ballon important. Tyler était censé le remplacer par un prêt permanent avant la date limite. Cette date limite était vendredi. Le prêteur permanent avait approuvé conditionnellement le prêt hypothécaire, a dit papa. Mais le souscripteur exigeait maintenant une dernière signature d'un co-emprunteur plus solide. Si la clôture échouait, le vendeur pourrait déclarer un défaut de paiement et commencer à reprendre la maison. Maman a dit qu'il perdrait tout. J'ai posé la question évidente. Qui a accepté de co-emprunter? Papa a posé le dossier sur mon comptoir et l'a tourné vers moi. Tu es la seule personne qui peut le sauver. Je n'ai pas touché le stylo qu'il m'offrait. J'ai tourné les pages à la place. La première feuille qualifiait mon rôle d'accommodement familial. La deuxième montrait un paiement qui aurait consommé plus de la moitié de mon salaire mensuel net si Tyler arrêtait de payer. La troisième listait mon cabinet d'avocat, mon salaire, mon numéro de sécurité sociale et une adresse où je n'avais pas vécu depuis l'école de droit. Puis j'ai atteint l'historique de la demande. Mon nom apparaissait à côté de celui de Tyler sous un consentement daté de 19 jours plus tôt. La signature s'incurvait vers le haut à travers le A, tombait brusquement à travers le S et se terminait par une longue ligne sous mon nom de famille. Elle me semblait familière parce qu'elle était censée l'être. Simplement, ce n'était pas la mienne. Pendant plusieurs secondes, je n'entendais plus mes parents. La signature était une version que j'avais cessé d'utiliser à l'école de droit. À l'époque où je soulignais Sullivan parce que j'étais fier de porter le nom de la famille. L'imitation copiait même la petite interruption où mon stylo avait l'habitude de se soulever. Quelqu'un avait trouvé un vieux document, l'avait étudié et s'était entraîné. D'où vient ça, ai-je demandé. Papa a dit que la préapprobation en ligne n'était pas définitive à moins que je ne signe ce soir. Mais la page certifiait que j'avais autorisé une vérification de crédit et fourni les informations. Qui a téléchargé mon numéro de sécurité sociale? Maman pleurait. Papa a dit que Tyler était désespéré. Quand j'ai demandé à nouveau, il a admis avoir gardé un dossier numérisé de mes années d'aide financière à l'école de droit. Des formulaires fiscaux, un bail et mon permis de conduire. Il avait donné à Tyler ce dont le prêteur avait besoin pour voir si les chiffres fonctionnaient. Mon père avait traité les éléments les plus privés de ma vie comme des doubles de clés. La signature en ligne était suffisante pour ouvrir mon dossier de crédit et faire passer la demande. En souscription conditionnelle grâce à la référence de papa. Ce n'était pas suffisant pour conclure. Maintenant, le prêteur voulait de l'encre et un notaire. Papa n'était pas venu pour une faveur. Il était venu parce que le mensonge avait finalement besoin de ma présence physique dans la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro imprimé sur la page de garde du prêteur. Papa a tendu la main par-dessus le comptoir. Avery, attends. J'ai reculé et mis l'appel sur haut-parleur. Lorsque le représentant a répondu, j'ai demandé le service des fraudes. Maman a cessé de pleurer si brusquement que la pièce a semblé se contracter. Le visage de papa a perdu sa couleur. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-il murmuré. J'ai donné au spécialiste des fraudes mon nom, le numéro de la demande et les 4 derniers chiffres sur la page. Puis j'ai dit, je n'ai pas fait de demande pour ce prêt. Je n'ai pas autorisé de vérification de crédit.
La signature qui m'est attribuée est une contrefaçon et des documents contenant mon identité ont été soumis sans mon consentement. La spécialiste n'a pas annulé le prêt hypothécaire d'une simple pression de touche. Elle a placé une suspension de sécurité, généré un numéro de dossier et a dit que les enquêteurs préserveraient les journaux du portail et demanderaient une déclaration sous serment. Elle m'a conseillé de déposer un rapport de vol d'identité, de geler mon crédit et d'avertir la police. Quand j'ai terminé l'appel, papa a admis pourquoi il était terrifié. Son code de parrainage d'employé était joint. L'enquête ne s'arrêterait pas à Tyler. Maman s'est agrippée à une chaise. Tu vas ruiner ton père pour de la paperasse. J'ai ressenti la nausée de voir mon nom séparé de moi et utilisé comme un équipement. Une signature transforme l'intention en conséquence. Ma famille avait transformé la mienne en un costume pour leur fils préféré. Si le prêt était conclu, l'historique des paiements suivrait mon crédit. La responsabilité pourrait suivre mon salaire. Et tout refus ultérieur pourrait me faire paraître complice. J'avais prêté serment de respecter la loi. Tandis que les personnes qui m'avaient vu grandir me demandaient de antidater mon consentement. Ils ne me demandaient pas d'aider Tyler. Ils me demandaient de convertir une fraude avérée en une obligation valide. Je leur ai demandé de partir. Papa a tenté un dernier argument. Tyler ferait chaque paiement, la maison prendrait de la valeur et je ne perdrais jamais $1. Je lui ai dit qu'aucune de ses promesses ne pourrait réparer le premier crime nécessaire pour les rendre possible. Quand il a refusé de bouger, j'ai ouvert la porte et j'ai dit que j'appellerais la sécurité de l'immeuble. Ils ont laissé le dossier derrière eux. Cette nuit-là, j'ai gelé mon crédit, déposé des rapports via identitytheft.gov et la police, et envoyé une chronologie au prêteur. J'ai trouvé la signature source dans un bail vieux de 7 ans que papa avait gardé. À 10h07, le prêteur a confirmé que la demande était verrouillée. L'enquêteur a également transmis un courriel que papa avait envoyé 2 semaines plus tôt. Ma fille est pleinement engagée, mais en voyage pour le travail. S'il vous plaît, continuez à faire avancer le dossier jusqu'à ce que nous puissions tous signer ensemble. Cette phrase m'a blessé plus profondément que l'imitation. Papa avait parlé pour moi et utilisé sa crédibilité pour que le prêteur fasse confiance à une femme qui n'était jamais là. Si quelqu'un peut s'entraîner à faire votre signature et appeler cela de la coopération familiale. Depuis combien de temps traite-t-il votre identité comme une propriété? J'ai regardé la carte de la chaise vide dans mon dossier de cérémonie. Le serment manqué et la demande falsifiée étaient le même acte. Ma présence était facultative, mais mon nom était disponible. Le dimanche soir, je me tenais devant la salle à manger de mes parents et j'écoutais l'ancien message vocal de papa avec un seul écouteur. Au premier rang, ma puce, je ne manquerai ça pour rien au monde. 11 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour me stabiliser. Puis j'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis entré avec le dossier de prêt hypothécaire original sous le bras. Tyler avait dressé la table comme une négociation qu'il s'attendait à gagner. Papa était assis à un bout, maman à l'autre. Et Tyler a placé Jenna à côté de lui comme si sa présence prouvait que la maison était un mariage plutôt qu'une scène de fraude. Il y avait une assiette pour moi, mais personne n'avait touché à la nourriture. Tyler a commencé avant que je ne m'assoie. Le prêteur a réagi de manière excessive parce que tu as utilisé le mot vol d'identité. Sa voix était tranchante, confiante, réécrivant déjà l'événement. Cela peut encore être corrigé si tu appelles demain et dis qu'il y a eu un malentendu. Je sentais mon cœur battre à la base de ma gorge. Chaque instinct que j'avais en tant que fille m'incitait à m'expliquer jusqu'à ce qu'ils approuvent mon explication. Chaque instinct que je développais en tant qu'avocate me disait de poser des questions courtes et de laisser les gens malhonnêtes remplir le silence. As-tu signé mon nom, ai-je demandé. Tyler a regardé papa. Papa a regardé maman. Jenna les a regardés tous les trois. Tyler a finalement dit que c'était une demande électronique. Ce n'était pas ma question. Sa chaise a raclé le sol en reculant. J'ai utilisé l'ancienne signature pour bloquer le taux. Papa a dit que tu te rangerais de notre côté une fois que tu aurais compris le risque. Le voilà. Pas de remords, mais de l'irritation que le consentement soit arrivé en retard et ait ruiné son plan.
Jenna se tourna lentement vers lui. Tu m'as dit qu'Avery avait déjà accepté. Tyler lui a dit de ne pas être dramatique. C'est à ce moment-là que l'alliance à table s'est fissurée. J'ai ouvert le dossier et j'ai placé 4 éléments devant eux, la demande contestée. Mon reçu de rapport de police. Le courriel de papa au prêteur et l'ancien bail de l'école de droit d'où la signature avait été copiée. Je n'ai pas apporté la capture d'écran de la pendaison de crémaillère. Je n'avais pas besoin de prouver qu'il m'avait blessé. J'avais besoin qu'il voie que chaque mensonge avait un document qui lui était attaché. Papa s'est levé si vite que son verre s'est renversé. Tu as déposé un rapport de police contre ton propre frère, a-t-il exigé. J'ai déposé un rapport concernant le vol de mon identité. Il a frappé la table de la paume de sa main. Tu détruis cette famille pour une technicité. Maman s'est mise à pleurer et à pointer Jenna du doigt. Regarde ce que tu fais à leur mariage. Tyler a tendu la main par-dessus la table et a essayé de m'arracher la demande. J'ai attrapé le dossier en premier et j'ai reculé. Jenna s'est levée aussi. Ne la touche pas, a-t-elle dit. Le visage de Tyler a changé. Il a dit que j'avais toujours été jalouse parce que nos parents célébraient davantage ces étapes importantes. Il a dit que mon nouveau titre m'avait rendu froide. Puis papa a utilisé la menace qu'il gardait en réserve. Si cette maison entre en défaut de paiement, ton frère sera ruiné financièrement. Ma carrière fera l'objet d'une enquête et ta mère ne te pardonnera jamais. Est-ce que prouver que tu as raison vaut la peine de perdre toute ta famille? J'ai sorti mon téléphone. Pendant une seconde, Tyler a semblé penser que j'appelais à nouveau la police. Au lieu de cela, je l'ai placé au centre de la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix joyeuse de papa a rempli la pièce. Au premier rang, ma puce. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Personne n'a bougé. J'ai laissé l'enregistrement se terminer de lui-même. Puis j'ai dit, il y a 3 mois. Ma présence n'avait pas assez d'importance pour que vous teniez une promesse. Ce soir, vous avez besoin de ma présence parce qu'une signature falsifiée ne peut survivre à un notaire. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'accès. Papa m'a dit de ne pas confondre 2 problèmes distincts. J'ai dit qu'ils n'avaient jamais été distincts. À la pendaison de crémaillère, ils ont célébré une vie que Tyler ne pouvait pas se permettre. Dans la demande de prêt hypothécaire, ils m'ont assigné le risque de cette vie sans demander. Maman a insisté sur le fait qu'il m'avait tout donné en grandissant. J'ai répondu, alors vous devriez savoir qu'élever un enfant n'achète pas son identité d'adulte. Tyler m'a traité d'égoïste. Jenna lui a demandé combien d'autres dettes il avait cachées. Il a refusé de répondre. Elle m'a regardé et a demandé si le paiement mensuel indiqué dans le dossier était réel. J'ai dit que oui. Son visage est devenu immobile. Papa a poussé une page de signature vierge vers moi. Assez. Signe-la et demain nous commencerons à réparer la famille. Le stylo a roulé jusqu'à toucher mon poignet. J'ai regardé le montant du paiement, l'ancienne adresse et la fausse certification. Puis j'ai pensé à ma main tremblante au palais de justice. La même main que j'avais levée pendant que leur chaise restait vide. Cette fois, elle n'a pas tremblé. J'ai repoussé la page et j'ai dit, non. Maman a poussé un cri comme si je l'avais frappé. Tyler a juré et s'est avancé vers moi, mais Jenna s'est interposée entre nous. Papa a dit, si tu sors, ne t'attends pas à faire à nouveau partie de cette famille. J'ai mis le dossier sous mon bras. C'est peut-être la première conséquence honnête que quelqu'un ait nommée ce soir. Puis je suis sorti alors que la promesse de papa était encore visible sur l'écran entre eux. Dire non a pris 1 seconde. Le maintenir a pris 3 semaines. Le lundi, 12 parents étaient dans une conversation de groupe appelée Sauver la maison de Tyler. On leur avait dit que j'avais promis de co-signer, puis que je m'étais retiré par dépit. Ma tante m'a traité de cruel. Ma mère a envoyé des photos d'enfance de Tyler et a prévenu que papa pourrait avoir une crise cardiaque. Tyler changeait de tactique d'heure en heure. Excuses, offres, menaces. À minuit, il a écrit, « Tu n'es pas la seule à savoir comment utiliser la loi. » La pression me suivait partout. Des numéros inconnus sonnaient pendant les réunions avec les clients.
Des parents commentaient sous les publications publiques de mon cabinet jusqu'à ce que l'équipe marketing les bloque. Papa laissait des messages vocaux décrivant les frais de défaut de paiement $1 à la fois. Comme si l'arithmétique pouvait créer le consentement. J'ai commencé à garder mon téléphone en mode silencieux. Mais je vérifiais quand même l'écran chaque fois qu'il s'allumait. Chaque nom portait le même message. L'urgence de Tyler était publique. Mon identité volée était un inconvénient. Pour la première fois depuis la prestation de serment. Je me suis senti assez isolé pour douter de moi-même. Je lisais un message, posais mon téléphone face contre table. Et l'entendais encore de ma propre voix. Peut-être que signer mettrait fin à tout ça. Peut-être que je pourrais exiger un accord d'indemnisation. Peut-être que Tyler paierait vraiment. C'était la partie séduisante de la pression familiale. Elle n'avait pas à prouver qu'ils avaient raison. Elle devait seulement rendre la résistance plus épuisante que l'abandon. Un soir, j'ai même rédigé une liste de conditions sous lesquelles je pourrais signer. Puis je l'ai lue en tant qu'avocate plutôt qu'en tant que fille effrayée. Aucune indemnisation ne pourrait effacer la demande falsifiée. Aucune promesse familiale ne pourrait me protéger si Tyler faisait défaut. Chaque protection proposée supposait que les personnes qui avaient volé ma signature honoreraient. Soudainement un autre bout de papier. J'ai supprimé la liste. L'affaire menaçait également la vie que je venais de commencer. Une allégation de prêt hypothécaire flou pourrait soulever des questions sur mes finances et mon jugement. Avant que la version de quiconque n'atteigne mon cabinet. J'ai apporté à Myriam le rapport de police, le numéro de dossier et la demande falsifiée. J'avais la bouche sèche lorsque j'ai expliqué le code de parrainage de papa. Myriam m'a demandé si mon crédit était gelé, si j'avais un avocat et si je me sentais en sécurité. Notre conseil d'éthique a documenté que j'avais signalé la fraude immédiatement et que je ne représentais personne impliquée. Ma carrière ne s'est pas effondrée parce que j'ai dit la vérité tôt. Le processus a avancé lentement. Une déclaration sous serment notarié, un entretien avec un enquêteur, une pièce d'identité. Des échantillons de signatures et l'ancien bail. Les enregistrements numériques ont lié la demande à la connexion Internet de Tyler et au portail de parrainage de papa. La conformité a suspendu l'accès de papa. 18 jours ouvrables après mon appel, le prêteur a retiré l'approbation conditionnelle. A retiré la demande de mon dossier de crédit et a notifié l'agence de papa. Rien ne semblait triomphal. Chaque matin apportait une nouvelle exigence de prouver que je n'avais pas fait quelque chose commis en mon nom. Papa a essayé d'interrompre ce processus avec une déclaration affirmant qu'il avait mal compris une conversation verbale avec moi. L'enquêteur a demandé la date. Puis l'a comparée avec mon calendrier de travail et les propres textos de papa. Sa correction a créé une autre incohérence au lieu d'une échappatoire. Pour la première fois. L'habitude de parler pour moi avait produit un enregistrement qu'il ne pouvait pas contrôler. 3 prêteurs de remplacement ont rejeté Tyler. Un prêteur privé a offert un taux impossible et le vendeur a signifié un avis de défaut de paiement. Avec des frais de retard. Tyler l'a posté dans la discussion familiale. Avery a fait ça. J'ai répondu avec la certification falsifiée, le courriel de papa et la reconnaissance de fraude. Je n'ai jamais accepté cette dette. Ne contactez pas mon employeur. Toute communication future doit passer par mon avocat. Puis j'ai quitté la discussion. Maman a ignoré la limite. 2 jours plus tard. Elle est apparue dans le hall de mon cabinet avec les papiers de clôture vierges. Devant la réceptionniste, elle est tombée à genoux et a dit, « S'il te plaît. Ne me fais pas regarder mon fils devenir sans abri. » Tout mon corps est devenu brûlant. Ce n'était plus un plaidoyer privé. C'était une performance conçue pour transformer mon lieu de travail en jury. Je lui ai demandé de se relever. Elle a attrapé ma manche et a murmuré que les bonnes filles protégeaient leur père. Myriam est sortie de l'ascenseur, s'est placée à côté de moi et a dit à maman qu'elle devait partir. La sécurité l'a escortée dehors après qu'elle ait refusé. Ce soir-là, maman a dit à la famille que j'avais utilisé des gardes contre elle. Elle a omis de mentionner le dossier de prêt hypothécaire dans ses mains. Jenna a été la première parente à respecter la limite.
Nous nous sommes rencontrés dans une bibliothèque publique où elle m'a montré des messages disant que mon consentement avait été réglé avant la pendaison de crémaillère. D'autres ont révélé 2 cartes de crédit au maximum et un prêt personnel caché. Tyler avait besoin que la maison ait l'air réussie assez longtemps pour emprunter à nouveau. Je pensais que tes parents nous aidaient, a-t-elle dit. Je ne savais pas qu'ils t'utilisaient. Elle ne m'a pas demandé de signer. Elle a demandé la page falsifiée pour que son avocat en divorce puisse évaluer son risque. J'ai donné à Jenna uniquement les documents que son avocat pouvait utiliser correctement. Je n'ai pas divulgué de dossier ni orchestré l'effondrement de Tyler. J'ai cessé de cacher ce qu'il avait construit. Jenna a déménagé 11 jours plus tard. Le vendeur a déposé une requête pour faire exécuter l'accord. Papa a été mis en suspension sans solde. Tu as eu ce que tu voulais, a dit maman. Ce que je voulais, c'était récupérer mon nom. Le fait que leur plan ne puisse survivre sans le voler n'était pas une punition que j'ai inventée. Les conséquences ne sont pas arrivées comme une seule explosion satisfaisante. Elles sont arrivées sous la forme d'une série d'enveloppes, d'audiences, de comptes bloqués, d'invitations annulées et de choses sorties d'une maison qui avait autrefois été remplie de champagne. Le premier effondrement visible est survenu 6 semaines après le retrait du prêteur. Tyler a mis en vente son nouveau camion, 2 montres, les meubles de patio et la télévision surdimensionnée des photos de la pendaison de crémaillère. Il a vendu la plupart pour moins que ce qu'il devait. L'argent a couvert les frais juridiques et une partie du paiement ballon. Mais cela n'a pas réglé le défaut. Lorsque le vendeur a refusé une autre prolongation, la séparation de Tyler et Jenna est devenue publique. Jenna a demandé le divorce et a demandé au tribunal d'empêcher que toute dette contractée à son insu ne lui soit assignée. Tyler m'a blâmé jusqu'à ce que les preuves deviennent plus spécifiques que son histoire. Le journal du portail du prêteur montrait qu'il avait téléchargé mon ancien bail, entré mon numéro de sécurité sociale et coché la case certifiant que j'étais présente. Un brouillon sur son ordinateur portable contenait 3 versions de ma signature. Le courriel de papa montrait qu'il savait que je n'avais pas accepté. Mais il a quand même demandé à son ancien collègue de garder le dossier au chaud jusqu'à ce qu'il puisse me persuader. Parce que j'avais déjà déposé un rapport de police. L'avocat du prêteur a envoyé les documents à l'enquêteur chargé de la plainte. J'ai passé des mois à répondre à des questions, à vérifier des dates et à répéter que je voulais que la fausse dette soit supprimée. Même si Tyler remboursait le vendeur, il ne s'agissait jamais d'un paiement manqué. Il s'agissait de l'utilisation délibérée de l'identité d'une autre personne pour obtenir un crédit. L'agence de papa a d'abord terminé son examen interne. Elle a mis fin à son poste à temps partiel pour avoir contourné les procédures de vérification d'identité et déformé mon consentement. Le régulateur de l'État a ouvert une affaire de licence après avoir reçu le dossier de conformité. Papa a évité une audience contestée en signant une ordonnance de consentement, en payant une pénalité civile et en renonçant à sa licence d'initiateur de prêt. Le résultat a été publié dans le bulletin mensuel du régulateur. Le même bulletin que ses anciens collègues lisaient. Les recommandations ont cessé. Une association immobilière où il s'était présenté pendant des années comme la personne capable de conclure des affaires difficiles l'a retiré de son comité. Les hommes qu'il appelait autrefois une force ont cessé de répondre à ses messages. Il n'avait pas seulement perdu un revenu supplémentaire. Il avait perdu la réputation qu'il avait utilisée pour persuader tout le monde que ses raccourcis étaient de la sagesse. L'affaire pénale a pris plus de temps. 8 mois après la nuit dans mon appartement, Tyler a accepté un accord de plaidoyer pour des accusations de vol d'identité et de falsification de documents. Il a évité la prison parce qu'il n'avait pas de condamnations antérieures, a rendu ses appareils et a accepté une restitution. Mais la peine n'était pas légère. Il a reçu 2 ans de probation supervisée, 300 heures de service communautaire, des cours de conseil financier obligatoires et une ordonnance lui interdisant d'ouvrir un crédit au nom de quelqu'un d'autre ou de travailler dans un poste avec accès aux données financières des clients. La condamnation est apparue sur les vérifications d'antécédents. Le défaut de paiement hypothécaire et le déficit non payé ont endommagé ce qui restait de son crédit. Pendant des années, des choses ordinaires, un prêt automobile, un appartement décent, même certains emplois,
nécessiterait des explications qui commençaient par mon nom et se terminaient par son plaidoyer de culpabilité. La maison a duré plus longtemps que les photos de la fête. 5 mois après le début du litige, Jenna a renoncé à ses droits dans le cadre du règlement de divorce. Tyler a combattu le vendeur jusqu'à ce que les factures de son avocat consomment le reste de l'argent de son camion et de ses meubles. Finalement, le tribunal a autorisé la vente de la propriété. La vente n'a pas couvert le solde du paiement ballon, les pénalités et les frais de justice, laissant à Tyler un jugement de déficit de plus de $60,000. Le jour du déménagement, un voisin a posté une photo qui m'est parvenue par un cousin. Tyler transportant un matelas devant les mêmes marches où papa avait levé son verre de champagne. La bannière dorée de la pendaison de crémaillère avait disparu. Une bande pâle restait sur la brique où le ruban adhésif l'avait protégé du soleil. Tyler a emménagé dans une chambre louée au-dessus d'une pharmacie discount parce que la plupart des grands complexes d'appartements rejetaient sa demande. Il a pris un emploi d'entrepôt de nuit après que 2 employeurs de bureau aient retiré leurs offres lors des vérifications d'antécédents. Le divorce de Jenna est devenu définitif peu de temps après. Elle a publié une déclaration à leurs amis communs sans mes dossiers privés. Elle était partie parce que Tyler avait falsifié l'identité d'un membre de la famille, menti sur leurs finances et s'attendait à ce que sa femme l'aide à le cacher. Elle ne m'a pas qualifié d'héroïque. Elle a simplement nommé ce qu'il avait fait. Plusieurs amis qui avaient trinqué avec lui à la pendaison de crémaillère ont cessé de l'inviter. La vie sociale construite autour de l'image du succès a disparu avec la maison. La punition de maman était différente parce qu'aucun tribunal ne l'a condamnée. Elle avait passé des semaines à appeler des parents et à dire que j'avais rompu une promesse. Après que Jenna ait corrigé l'histoire et que l'ordonnance de licence soit devenue publique, ses parents ont comparé les messages de maman avec les documents que j'avais partagés. Ma tante a exigé des excuses pour avoir été utilisée pour me faire pression. 2 cousins ont demandé à maman de rendre l'argent qu'ils avaient donné pour sauver Tyler de la trahison de dernière minute d'Avery. Elle en avait déjà dépensé une partie pour son avocat. Alors elle a vendu des bijoux pour les rembourser. La famille l'a retiré de l'organisation de la réunion annuelle. Les invitations de Thanksgiving ont cessé. Même la sœur qui l'avait défendu le plus farouchement a dit: « Tu ne nous as pas demandé d'aider Tyler. Tu nous as demandé d'aider à punir Avery pour l'avoir attrapé. » Maman avait protégé l'enfant en or si agressivement que les gens ont finalement vu la fille qu'elle avait été prête à sacrifier. La perte du revenu de papa et le coût de la défense de Tyler ont forcé mes parents à vendre leur caravane de vacances et à refinancer leur propre maison à un taux moins avantageux. Maman a pris un emploi à temps partiel dans un bureau de facturation médicale après des années à se moquer de mes longues heures de travail comme preuve que je me souciais trop de l'ambition. Papa a coopéré avec les enquêteurs pour éviter d'être inculpé. Mais la coopération a détruit sa relation avec Tyler. Tyler l'a accusé d'avoir fourni la piste de courriel. Papa a accusé Tyler d'avoir trop mal copié la signature. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui avait transformé une solution familiale temporaire en un crime. Aucune des 2 phrases ne contenait mon consentement. J'ai vu Tyler une fois à l'audience de détermination de la peine. Il avait l'air plus petit sans la maison, le camion et mes parents positionnés derrière lui. Dans le couloir, il a demandé « Es-tu heureuse maintenant ?» Pendant un instant. L'ancienne version de moi a voulu adoucir la réponse pour qu'il ne me déteste pas. Puis je me suis souvenu avec quel soin il avait copié la signature de mon bail. Non, ai-je dit. Je suis en sécurité maintenant. C'était le premier moment où je me suis permis de ressentir la justice de la situation. Je n'étais pas ravi de son crédit ruiné ou de la discipline publique de mon père. J'ai ressenti un soulagement que le coup ait enfin atteint les personnes qu'il avait créées au lieu de m'être transféré. Des mois plus tôt, j'avais ouvert du champagne seul parce que personne n'était venu célébrer ma licence. Le soir où le prêteur a envoyé la confirmation finale que mon identité avait été retirée du dossier hypothécaire, j'ai ouvert une autre petite bouteille. Myriam est venue avec des plats à emporter et 2 gobelets en plastique. Nous n'avons pas trinqué à la condamnation de Tyler ou à la maison perdue. Nous avons trinqué au rapport de crédit impeccable sur mon ordinateur portable et au fait que mon
Dossier professionnel restait intact. Leur effondrement n'était pas ma victoire. Mon refus de m'effondrer avec eux l'était. 1 an après ma prestation de serment, je suis retourné au même palais de justice en tant que bénévole pour le prochain groupe de nouveaux avocats. Je me tenais près du pupitre pour distribuer les dossiers de cérémonie. Et je regardais les candidats chercher dans le public les personnes qui avaient promis de venir. Cette fois, une chaise au premier rang portait une carte qui disait « Invité d'Avery Sullivan ». Myriam s'est assise derrière elle et a levé un des mêmes gobelets en plastique que nous avions. Gardé pour la blague. J'ai ri doucement avant que le greffier n'appelle la salle à l'ordre. Mes parents laissaient encore des messages vocaux occasionnels. Papa parlait de pardon sans dire ce qu'il avait fait. Maman parlait de famille sans mentionner les parents qui ne lui faisaient plus confiance. Tyler a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son conseiller de probation. Il a admis que la signature était son idée. Mais il a quand même décrit la maison comme quelque chose que j'aurais pu sauver. Je n'ai pas répondu. Des excuses qui préservent le droit à qui ne sont qu'une demande plus silencieuse. Cet après-midi-là, de retour à mon bureau. J'ai accepté une affaire pro bono pour une femme dont l'ancien partenaire avait ouvert un crédit à son nom. Au bas de la lettre d'engagement, j'ai signé Avery Sullivan avec la signature compacte que j'utilise maintenant. Pas de soulignement décoratif, pas de fierté empruntée, pas d'hésitation. L'ancienne demande falsifiée se trouvait dans un dossier de preuves scellé sur le bureau. Les deux signatures ne se ressemblaient plus. Plus important encore, les deux femmes ne se sentaient plus pareilles. L'une avait passé des années à espérer que sa famille la choisirait. L'autre comprenait que se choisir soi-même n'était pas de la cruauté. Je garde la carte blanche de la famille Sullivan de ma cérémonie originale au fond d'un tiroir. Je ne l'expose pas comme une blessure, et je ne la jette pas comme si le jour n'avait pas eu lieu. Elle me rappelle le prix exact d'une promesse vide. Et du moment où ma main levée est devenue assez stable pour protéger le nom qu'ils ont essayé d'utiliser. Alors dites-moi ceci. Quand votre famille vous demande de renoncer à la vérité pour sauver une vie qu'ils ont construite sur votre identité, leur refuser est-ce de la vengeance ou est-ce la première forme honnête de respect de soi? Nous espérons que l'histoire vous offre à la fois une fin satisfaisante et des leçons qui donnent à réfléchir. Tous les personnages et conflits sont fictifs et créés uniquement pour une réflexion dramatique. Nous espérons que cela vous fait réfléchir au fait que certaines personnes traitent le pardon comme une permission d'éviter le changement. Mais le vrai pardon ne devrait jamais exiger que vous abaissiez vos standards ou que vous oubliez le schéma qui vous a appris la prudence.